Oui, top. Eh bien, écoutez, bonjour, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Donc, le thème de ce webinaire, de cet échange, c'est comment décider dans l'incertitude grâce à l'intelligence économique. Donc, l'intelligence économique via le renseignement et la sécurité d'affaires. On va essayer de faire ça en entonnoir, en partant sur l'explication de l'intelligence économique, sur les différents métiers, sur les acteurs qui font l'intelligence économique et grosso modo à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on peut en retirer. C'est vrai que j'aurais bien aimé faire des petits sondages et savoir un petit peu qui vous êtes et surtout si vous connaissez l'intelligence économique. Il y a quatre questions dans une, c'est si vous connaissez l'intelligence économique, si vous en avez une vague idée, ou si même vous la connaissez, vous en avez une mauvaise image. Ok. Oui, comme vous le disiez, moi je suis un professionnel, mais je suis surtout spécialisé au Moyen-Orient en fait, pour les entreprises françaises ou francophones qui sont dans la région ou qui comptent s'y installer. Là en ce moment je suis au Caire, donc c'est pas le Caire ni des espions, hein, c'est vraiment c'est vraiment de l'information ouverte et rien de plus normal, quoi. Ce que je voulais d'abord, c'est définir ce que c'est que l'intelligence économique. Alors, il y a quelques années, Henri Marthe qui a sorti une étude pour pouvoir un petit peu justement donner du sens à l'intelligence économique en France. On est sorti une définition, mais de toute façon, le PowerPoint, vous l'aurez, vous pouvez le télécharger si vous voulez aller un peu plus dans le détail. Moi, j'en ai fait une synthèse pour simplifier. Deux choses importantes qui sont le renseignement et la sécurité des affaires. Alors du coup, c'est un monde qui est assez vaste, on va voir, avec beaucoup d'expertise, beaucoup de métiers, des intervenants très différents, mais cumulés ou utilisés au bon moment, ce sont des atouts extrêmement forts pour un entrepreneur ou une entreprise. C'est une aide l'IE qui permet donc à la prise de décision. On parle souvent de l'IE, surtout en France, plutôt en défense. Tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est veille contre les compromissions, tout ce genre de choses. Mais que l'intelligence économique, de façon légale, c'est aussi un outil de conquête, hein, tout simplement, de prise de marché, d'attaque du concurrent, de renseignement stratégique pour être le meilleur sur son marché. Donc c'est vraiment un élément assez fort. Donc, dans ce système d'entonnoir, pour vous expliquer tout ça, on va d'abord partir d'un constat. Nous sommes en guerre économique, mais ça, vous le savez, et depuis de nombreuses années, hein, depuis que la concurrence, elle a toujours été là, hein, cette guerre économique, entre les différents peuples et différentes nations, mais aussi les différents concurrents. Et aujourd'hui, en plus, se rajoute le phénomène de crise. Donc, le monde est devenu encore plus incertain qu'avant, hein, que ce soit sur ses positions défensives, mais aussi offensives. Alors, on retrouve dans ces difficultés tout ce qui est problématique de loi, hein, entre l'extraterritorialité, pardon, j'ai toujours du mal à le dire, du droit américain, les contraintes des pays, les réglementations de notre pays qui nous est imposée ou de l'Europe. Je pense à la loi Sapin hein, qui demande, avant de s'engager avec des fournisseurs, de bien connaître tous les tenants et les aboutissants, entre autres. Donc il y a cette partie de loi. Il y a la partie concurrence en tant que telle. On va parler de l'égalité de notre côté en France, mais ce n'est pas le cas de tous les pays, ce n'est pas le cas de tous les acteurs. Donc il y a de l'espionnage industriel qui existe, qui se fait régulièrement, qui ne se fait pas que par le cyber, qui se fait aussi par l'intervention de personnes sur le terrain lors de salons, mais aussi, on l'a vu plusieurs fois avec des stagiaires chinois, entre autres. Il y a toutes les problématiques de concurrence déloyale, de partenaires qui, j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, un dossier qui, par exemple, sur un autre pays de l'Europe, l'entreprise ne va pas très bien, le directeur commercial commence à monter une entité tierce dans un autre pays pour récupérer le marché. Donc, il y a toutes ces parties concurrentielles.
Et puis, il y a tout ce qui est, dans les difficultés, tout ce qui est croissance exponentielle des données. Comme vous le voyez, de toute façon, constamment, on est abreuvé d'informations, de l'information blanche, de l'information grise, des fake news, des informations qui semblent lointaines, et c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on a de l'information, mais à la rigueur, trop d'informations tue l'information. Ce que demande la chaîne d'entreprise, c'est son information au bon moment qui correspond à ses besoins pour sa stratégie. Donc c'est vrai que ce problème des données exponentielles est un problème extrêmement important dont les professionnels de l'intelligence économique, pour certains, sont là pour justement régler ce genre de problème et récupérer la quintessence de la bonne information. On va parler aussi de fuite de données, ce genre de choses. Donc ça, c'est le constat, je dirais, de la dureté aujourd'hui. On pourrait en rajouter, bien sûr, d'autres, mais dans les affaires, ce sont des choses qui donnent un côté compliqué à nos développements de ces entreprises. Je m'inclus, bien sûr, dedans. Et donc, pour ça, il faut des outils. Vers qui faire confiance. On parlait de pays, donc d'Égypte, et je suis ravi de faire votre connaissance. Demain, j'ai un client qui a besoin d'une information stratégique sur l'Égypte. Vers qui je vais aller? Et souvent, ce sont pour des questions très stratégiques liées au chef d'entreprise, et donc il y a un problème de confiance. On va quand même livrer de l'information de son entreprise pour demander des actions ou de l'information. Et puis, il y a le problème du coût, c'est qu'on se demande, nous, patrons de PME, est-ce que l'intelligence économique, c'est fait pour nous? Est-ce que tous ces techniques, tous ces experts qui ont de vrais savoir-faire, des backgrounds importants, est-ce qu'ils sont à notre portée? Est-ce que ce sont des frais que je peux engager? Tout ça, on va le voir. Alors justement, on en vient. Alors c'est vrai que d'abord, est-ce que c'est que pour les grands groupes? Eh ben non. Parce que comme je m'amuse à le mettre sur ce petit slide, mais comme dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, Monsieur Jourdain, il faisait de la prose sans le savoir. Ben, nous, chefs d'entreprise, on fait de l'intelligence économique sans le savoir, mais du coup de façon opportuniste et non structurée. Et justement, ce que je voudrais vous faire prendre conscience, c'est que en structurant une action d'intelligence économique au sein de son entreprise, en faisant un pilier de son développement, ça devient une arme redoutable face à la concurrence et face à la crise. Est-ce que c'est du 007? Est-ce que c'est du OSS 117? C'est vrai que le fait de se renseigner sur les entreprises, le fait de faire des enquêtes, le fait de scruter, de veiller, peut paraître une action, comment dirais-je, d'espionnage, entre guillemets. Alors c'est complètement faux. Il faut vraiment s'enlever ça de son esprit. L'IE, c'est vraiment des techniques structurées qui permettent de façon légale de prendre de l'information légale, et par contre de la rendre intelligible. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte. Alors c'est vrai que les concurrents dans d'autres pays ne jouent parfois pas le jeu, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est pour ça aussi que nous avons des professionnels qui sont là aussi pour protéger le système d'information, donner des formations lors de voyages à l'étranger pour protéger justement ces informations lors de salons ou autres. Et donc il ne faut pas être des oui-oui. Oui, ça peut être de l'espionnage industriel pour certains. En tout cas, en France, et tous les professionnels 90% en tout cas ont signé la charte du SINFI, du syndicat d'intelligence économique, et on est vraiment une profession extrêmement propre. Les premières générations venaient souvent dans les années 80 et un petit peu avant des services de l'État, entre autres. Alors ça ne veut pas dire, c'est des gens tout à fait respectables et qui nous aident encore beaucoup sur des grands groupes et qui nous aident toujours. Il n'y a pas l'un contre l'autre, mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de jeunes qui arrivent sur le marché de l'intelligence économique, qui font des masters en intelligence économique et qui ont des savoir-faire très techniques
basé sur la technologie justement aussi, sur l'accès à des bases de données, sur la façon de transformer l'information, qui font qu'on est vraiment dans le monde réel, très technique, très ouvert, mais pas du tout dans un monde noir, confiné. Donc voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Le monde de l'intelligence économique, c'est beaucoup de métiers. C'est des savoir-faire qui sont tous plus ou moins liés, en tout cas sur l'objectif et sur une certaine façon de fonctionner. Mais par contre, on va retrouver des personnes qui vont être plus axées sur des actions juridiques, sur la gestion de risque, sur tout ce qui est stratégie, conseil, mais on va rester dans ce cœur. Vous voyez cette cartographie qu'a fait l'école de guerre économique de Paris, le GE, qui est très bien faite. On retrouve tous les acteurs, tous les métiers, et c'est vrai que le cœur de métier, c'est vraiment l'influence, la veille, l'analyse et la protection. Alors, je ne le mettrai pas dans ce sens-là, mais on le verra plus tard. Mais c'est vraiment le cœur de nos métiers. Et nos métiers rejaillissent sur le marketing, sur la communication média, sur tout ce qui est, bien sûr, stratégie, audit, gestion des risques juridiques, TIC. Donc ça, cette carte, elle est assez intéressante là-dessus, et elle permet de voir un peu tout l'écosystème. J'en ai choisi volontairement certains pour donner plus d'informations de façon concrète et dans le temps qui est imparti, de tous les métiers de l'analyse, que ce soit les analystes IE ou data scientists, la cybersécurité, alors qui est un peu comme la protection, comme vous voyez là à droite, sont des métiers qui sont un peu, je dirais, au bord de cette carte où le centre d'intelligence économique est plus le renseignement, mais on va quand même retrouver ces métiers liés à la cybersécurité, à la protection des biens et des personnes. Tout ce qui est enquête, on aurait pu rajouter bien sûr l'investigation et la cyber-investigation qui prend beaucoup de place actuellement, qui permet de faire ce qu'on appelle les due diligence, on y reviendra, mais des enquêtes vraiment fortes sur des entités, sur des écosystèmes pour comprendre comment elles fonctionnent et comment on peut agir avec elles. Bien sûr, la communication d'influence, qui n'est pas vraiment la même que la communication, je dirais, traditionnelle, digitale, qui est vraiment une communication avec une mise en place de stratégies et d'outils à but presque de e-lobbying, hein, de faire en sorte de faire avancer une image ou parfois de la modifier. Le lobbying fait partie bien sûr de cette grande famille, et la gouvernance, tout ce qui est gouvernance, risque, conformité. Sur ce petit tableau, on retrouve formation, traduction, export, les services connexes, parce que ce sont des choses qui aident, des métiers qui aident les acteurs de l'intelligence économique et les chefs d'entreprise qui ont besoin de ces métiers-là. Pour faire vivre ces métiers et ces savoir-faire, et ben, il faut des experts. Alors, je vous ai donné un petit peu déjà la typologie tout à l'heure, avec pas mal de personnes qui sont des anciens ambassadeurs, qui sont des personnes issues des services de renseignement de l'État qui se mettent en auto-entrepreneur ou en structure, et donc qui apportent aussi en plus de leur savoir-faire, leur réseau. Donc ça, c'est intéressant sur l'international. On n'est pas très nombreux, mais il y a de plus en plus d'étudiants qui arrivent sur le marché. On comptait dernièrement à peu près 500 élèves par an qui sortent des différents masters d'intelligence économique. Donc il y a toute une nouvelle génération qui arrive année après année avec vraiment des savoir-faire très intéressants, souvent très compétents en géopolitique, stratégie, et avec une connaissance assez forte des derniers outils. Alors, comment travaillent ces experts, justement? Alors, certains travaillent par réseau.
hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup de travail avec des bases de données privées. Alors, ce sont des bases de données qui ont un certain coût, d'où l'intérêt pour nous chez l'entreprise de ne pas spécialement rechercher ces bases de données, mais le jour où on en a besoin, de pouvoir trouver le bon expert qui a l'accès à ces bases de données. Ce sont des bases de données qui permettent, je vais donner un exemple, Orbis, entre autres, il y en a plein d'autres, qui permettent de pouvoir récupérer de l'information déjà structurée et de l'information de première main que tout le monde ne peut pas avoir. Et donc, ça permet, par exemple, de faire des cartographies d'entreprises, toutes leurs filières étrangers, avec le nom des actionnaires, avec une connaissance s'ils ont été, s'il y a eu des problèmes juridiques, s'il y a des problèmes financiers. Et Dieu sait que avec la crise qui arrive, le fait de pouvoir se renseigner sur est-ce que mon fournisseur lors de ma commande est toujours solvable ou pas solvable, ce sont des éléments extrêmement importants pour les entreprises. Donc, les bases de données avec des logiciels de plus en plus performants, qui intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle, qui permettent de pouvoir croiser des données. Alors, bien sûr, le logiciel de veille, il y en a pléthore. Hein, chacun a, je dirais, sa spécialité. Le listing de tous ces outils sur le portail de l'intelligence économique, le portail IE qui est géré par les jeunes justement de l'écologie économique, où vous pouvez retrouver tous ces noms de logiciels ou d'accès à des bases de données. Et puis, bien sûr, ces experts travaillent avec une forte connaissance technique. Hein. On parlait de jeunes, ce sont des jeunes qui, la plupart du temps, ont fait Sciences Po avant, ont fait des masters d'intelligence économique, ont vécu leur vie dans différents groupes et donc ont acquis un vrai savoir-faire. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger avec eux sur les problématiques que nous avons de stratégie, d'export, d'implantation, tout ce genre de choses. Donc voilà un peu la façon dont travaillent les experts de l'intelligence économique. Alors je vais reprendre un peu tous ces métiers en faisant un focus sur à quoi ça sert et à quoi c'est vraiment concrètement pour nous, à quoi ça nous sert en tant que chef d'entreprise et surtout au moment de cette crise. Alors la veille qui est un peu le phare de l'intelligence économique, hein, du renseignement. Donc bien sûr, c'est la recherche de données stratégiques, c'est le fait de collecter de l'information, mais c'est surtout de trouver la bonne information. Beaucoup d'informations, beaucoup de fake news, donc le fait d'avoir accès à des sources sûres, datées, de pouvoir croiser les informations et de pouvoir avoir des alertes en temps réel parfois lors de moments de crise, c'est extrêmement pertinent, extrêmement important pour nous chez l'entreprise. Donc pour gérer une crise, il faut avoir la bonne information avant tout le monde si possible. Et donc c'est vrai que c'est un outil extrêmement important. Alors on peut faire des veilles très différentes. Je vous donne des exemples, les veilles marché, veille de la concurrence, l'e-réputation bien sûr. Alors ça peut être sa propre e-réputation qui est aussi importante parce que vous pouvez avoir des informations que vous ne connaissez pas, de blogueurs, de gens qui ont quitté votre entreprise, qui du coup mettent une information quelque part contre vous, contre votre entreprise. Donc il est quand même intéressant d'être au courant pour pouvoir contrer ce genre de choses. Tout ce qui est veille brevet, pour prendre de l'avance, être au courant de ce que vont faire les concurrents. Parfois aussi savoir s'il y a des fuites hein, de ses propres produits, de ses propres brevets. Toute la partie juridique, marketing, tout ce qui est recrutement et bien sûr maintenant on peut rajouter cette partie qui existait déjà bien sûr, mais la partie sanitaire qui prend une place importante avec le Covid-19. Donc la veille permet sur tous ces exemples de pouvoir, selon ses besoins, retirer vraiment l'information principale qui va nous permettre de prendre des décisions ou d'asseoir une décision ou de se faire une idée
petit à petit qui va cheminer parce que nombre de sociétés vont devoir changer, faire des effets pivots, vont devoir changer leur façon de travailler, vont devoir changer leur stratégie, peut-être leur ligne de produits. Donc, la veille est absolument essentielle. L'analyse, alors l'analyse IE, c'est pareil, ça fait partie des métiers phares, hein, tout ce qui est data scientist, tout ce qui est analyste, ils vont récupérer ces informations. Alors, quand vous n'avez pas ces personnes en interne, ils vont eux-mêmes faire de la veille, récupérer ces informations, croiser ces informations, et ils vont rajouter leurs connaissances marché, faire de l'investigation, de la cyber-investigation, et entre les bruits d'un côté fort ou lointain, leur connaissance du marché, de ce qu'ils vont petit à petit en retirer, ils vont pouvoir donner, ok, mais sur quel concurrent, sur qui, comment, quels sont les risques, et tout ça, l'analyste va vous permettre de sécuriser et de vous donner la bonne information. La cybersécurité, comme je disais, c'est un peu en marge de l'intelligence économique pure et dure. Pourtant, moi, je la laisse bien dans cette famille parce que il faut se défendre. Comme je le disais, l'intelligence économique, les autres en font aussi contre vous. Donc, sécuriser les réseaux est extrêmement important et encore plus aujourd'hui avec le fait de s'être mis en télétravail pour la plupart. C'était pas prévu, c'est allé rapidement. Alors, les entreprises avaient un peu ça déjà, je dirais, en vue. Donc, c'est allé très bien, mais énormément d'entreprises ont dû se mettre en télétravail sans avoir prévu. Donc, quand vous avez votre directeur informatique qui est malade, n'est pas là, ou est lui-même confiné chez lui et que vous devez faire travailler 20-30 personnes à distance, c'est pas évident. Et surtout, en dehors du côté usage, le côté sécurité est extrêmement important. Et on a vu une résurgence très forte des cyberattaques depuis le début de la crise. Donc, la cybersécurité est un élément important de sa propre protection et donc voilà, pour éviter les risques. Tout ce qui est enquête, cyber-investigation fait partie de l'intelligence économique. Alors, ce sont toutes ces actions qui vont permettre de détricoter un écosystème, détricoter des événements. Pardon, excusez-moi, je reprends une petite goutte qui vont permettre d'aller farfouiller, chercher, collecter et donner du sens à de l'information disparate. C'est extrêmement important, la cyberinvestigation. Ça permet de faire des levées de doute, ça permet de trouver des preuves lors d'actions juridiques ou autres, de pouvoir faire le relais entre des informations qui paraissent pas liées et pourtant on va trouver un lien. Je vais vous donner quelques exemples. Des affaires où il y a de la malveillance qui se passe mal, le fait de faire une investigation, une investigation, on va s'apercevoir que dans l'entreprise, telle personne est liée à telle autre personne qui elle-même est dans une association, qui elle-même reçoit des subventions. Comme par hasard, il y a des choses qui se passent au niveau de la ville par rapport à des événements, etc. Voilà, tout ça, tout ce côté cartographie d'influence, de lien, peut être démêlé par des personnes qui font de l'investigation de terrain, mais aussi et surtout maintenant tout ce qui est de la cyber-investigation. Excusez-moi encore. Et donc, pour prendre l'avantage sur ses concurrents, il est bon de tout connaître de ses concurrents. Le fait, quand vous avez un nouveau partenaire, en France, à l'étranger, au Liban, ailleurs, le fait de connaître l'entreprise, de connaître son réputation, de connaître ses actionnaires, de savoir avec qui ils ont traité, de savoir ce que pensent les autres d'eux, tout ça, ces informations sont extrêmement importantes
pour prendre les décisions de travailler avec ces gens-là, mais aussi pour lors de rachats de sociétés, lors de fusion-acquisition, tout ce genre de choses. Donc, ça permet vraiment le fait de faire des due diligence ou ce qu'on appelle les people analytics sur les personnes, leur lien d'influence, les personnes qui les entourent. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ce sont des malfaisants? Est-ce que ce sont des gens propres sur eux? Est-ce qu'ils sont liés dans certains pays avec le gouvernement, avec telle personne? Je vois par exemple au Maroc, souvent, on a chez l'entreprise qui dit mais moi je suis un ami du roi, je suis proche du roi, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la personne est en disgrâce? Je vous dis ça parce que c'est des choses qui sont vraiment concrètes et vécues. C'est important de le savoir lorsqu'on est en affaires. Donc, la due diligence et tout ce qui est investigation et cyber-investigation, c'est un élément extrêmement important aussi, et de pouvoir cartographier les acteurs à risque ou les acteurs potentiels donne une vision d'un seul coup extrêmement forte pour un chef d'entreprise qui doit prendre des décisions et mettre en place des outils. La communication d'influence, on en parlait au tout début, elle diffère de la communication habituelle parce qu'elle va être axée sur une volonté de faire changer les choses, de s'appuyer sur un écosystème, sur des personnes, des personnalités, des blogueurs, des influenceurs. Donc, il faut d'abord les trouver, ces influenceurs, pour pouvoir faire passer des messages qui vont dans notre intérêt. Alors, ça peut être lors d'implantation à l'étranger, ça peut être lors d'un problème sur un produit, de mettre en place ce genre. Ça nous permet d'avoir une maîtrise complète, et aussi sur la partie défensive, ça nous permet de pouvoir mettre certains outils qui, lors d'actions malveillantes, vont permettre de faire une sorte de muraille de Chine, de pouvoir absorber certains chocs d'irréputation négatifs, que ce soit réel ou irréel, peu importe, on n'est pas là pour juger, mais la concurrence peut être très déloyale, et donc il est important de mettre en place certains outils qui permettent de pouvoir absorber certains chocs de réputation. L'irréputation pour une entreprise, en dehors du fait de savoir vendre une chaussure ou autre, elle est liée à sa valeur de plus en plus. Le fait qu'un entrepreneur, une entreprise est investie dans la société, le fait que son image soit bonne, on considère que c'est à peu près un peu plus de 5% de sa valeur pour les entreprises cotées en bourse. Donc c'est extrêmement important et ça peut être extrêmement préjudiciable. Et ça, des exemples, il y en a énormément lors d'attaques justement pour déstabiliser une entreprise. Tout ce qui est gouvernance, risque, conformité, ça tombe un peu sous le sens, et aujourd'hui encore plus avec la crise que nous vivons et tout ce que nous devons mettre dans les entreprises. Donc ça passe souvent par des audits, ça passe souvent par de la formation, mais parfois les métiers se regroupent et ça passe aussi par des problèmes de fraude et donc des problèmes du coup d'investigation, de cyber-investigation en amont. Le lobbying et la protection, donc je ne dis pas qu'ils sont réservés aux plus grands, mais en tout cas le lobbying, c'est vrai qu'on ne s'en sert pas tous les jours. Je dirais le petit frère, c'est un peu le e-lobbying dont je vous parlais, la communication d'influence, mais le lobbying est aussi important lorsqu'on est membre d'une corporation, par exemple de certains fruits et légumes ou autres, et qu'on est impacté. Aujourd'hui, il est important de savoir ce qui se trame auprès des services publics, auprès du législateur, et puis de faire en sorte de peser pour peut-être avoir des aides, être mieux accompagné, ou en tout cas être valorisé. Donc le lobbying a de l'importance. C'est souvent les grandes entreprises qui s'en servent, mais l'union faisant la force, les entreprises se regroupant font aussi des actions de lobbying, que ce soit en France ou à Bruxelles pour la plupart des cas. La protection des biens et des personnes. Alors, on retrouve dans ce schéma cette partie protection des personnes. Comme vous savez, aujourd'hui, le chef d'entreprise est responsable s'il n'a pas mis en place
tous les outils protégeant ces expats ou ces employés envoyés en mission. Donc, il est très important de passer par des professionnels qui vont donner ou des formations ou de l'accompagnement, d'aller, par exemple, au fin fond du Burkina Faso pour signer un contrat dans un petit village. Parfois, il est plus intéressant que le directeur financier ou commercial soit accompagné d'une personne pouvant répondre de sa protection. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important, mais plus proche de nous, on va le retrouver sur le fait de protéger, par exemple, son entrepôt, puisque une partie des salariés sont en congé, sont en arrêt maladie ou ne sont pas là à cause du Covid-19. Donc, son magasin, ses entrepôts, c'est aussi des protections, et c'est là où entre en jeu cette expertise. On va parler du coût, parce que du coup, on a parlé de qui fait l'intelligence économique, comment ils le font, avec quoi. Parfois, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu encore une affaire avec une personne qui s'est fait escroquer de plus de 100 000 euros sur un pays du Maghreb, alors qu'il y avait juste quelques vérifications à faire de cabis et de réputation de son client. Il avait fait une première très belle commande, mais la deuxième n'a jamais été payée. Et pour quelques milliers d'euros, et dans le bas de la fourchette, elle aurait pu économiser les 100 000 euros qu'elle a perdus. Donc, vraiment désolé. Donc vraiment, ce que je vous donne, c'est une fourchette, mais alors, cette fourchette, elle évolue selon les pays, selon les difficultés, selon le temps à passer dessus, voilà. Mais grosso modo, ce qu'on appelle une due diligence, c'est-à-dire une information complète sur une entreprise, sur sa structure, sur sa partie financière, sur son réputation, tout ça, va varier entre 3 000 et 15 000. Alors, c'est plus une fourchette, vous allez me dire, c'est un océan. Mais ce que je veux dire, c'est que une due diligence simple, on va plutôt être vers les 3 000 euros, et ça va nous permettre quand même de bien comprendre la structure de l'entreprise, qui fait quoi dans l'entreprise, qui est qui, quels sont les fonds qui sont à l'intérieur, ce genre de choses. Et bien sûr, si on va sur des filières, sur des choses compliquées, voilà, ça peut aller plus loin parce que c'est du temps et de la réflexion. Une people analytics, donc on va être sur la recherche d'informations sur une personne, lors d'un recrutement par exemple. On va être autour de 1 000 à 4 000 euros. Tout ce qui est audit d'intrusion, de cybersécurité, on va être pareil, entre 5 et 15 000 euros, mais ça va varier selon la profondeur, selon le nombre de postes à surveiller, de bases de données, de ce genre de choses. Donc ça peut varier, mais on va être sur une fourchette basse qui va se trouver dans cette zone, une fourchette moyenne. Cartographie des influenceurs, c'est cette panier qui est négatif, qui est positif par rapport à mon projet, qui est à risque ou autre. Tout ce genre de cartographie coûte entre 3 et 10 000 euros selon les cas. Et la veille, vous pouvez faire de la veille en passant par un professionnel pour un coût qui n'est pas plus élevé qu'un stagiaire, autour de 500 euros. Alors, sur une veille très simple, donc voilà. Après, ça monte selon les pays, selon les langues, selon le nombre de bases de données, ce genre de choses. Mais on peut commencer avec des veilles qui sont peu onéreuses et qui rapportent quand même beaucoup d'informations. Les actions d'influence, alors là, c'est tout ce qui est communication d'influence, action d'influence. Là, c'est très variable. Mais on va retrouver cette fourchette qu'on retrouve lors d'audits la plupart du temps entre 7 000 et 40 000 euros. Voilà, c'était très grande fourchette, mais c'était pour vous donner quand même une base et vous dire que tout n'était pas inaccessible, bien au contraire, et qu'un patron de PME, PMI comme nous, on doit et on peut
s'offrir l'accès à ce genre d'outils et je dirais presque d'armes quelque part dans cette guerre. Ce sont des armes redoutables parce que le fait d'avoir la bonne information au bon moment, c'est vraiment un plus par rapport à ses concurrents. Je vous ai mis une idée de stratégie complète qui pourrait être faite dans votre entreprise, comme elle peut être faite ou j'essaie de le faire dans la mienne, un peu sur la défensive. Donc c'est cette mise en place de veille marché qui est pour moi le minimum, et puis l'élaboration d'une communication d'influence ciblée que vous pouvez mettre en place, c'est-à-dire de faire évoluer votre communication avec un but précis de faire changer les mentalités ou la vision sur votre entreprise ou sur votre marché. Donc voilà, donc ça, ce sont deux choses qui peuvent être mises en place assez facilement. Il y a une partie protection, donc on va passer par des audits d'intrusion numérique ou physique, hein, bien sûr. Si vous avez des caméras, si vous avez des entrepôts, vous allez pouvoir faire un audit sur le bon fonctionnement de tout ça, qui peut être malveillante à votre compte. Donc cette partie protection. Partie audit de conformité, bien sûr, et tout ce qui est mes risques, de cartographie de ces risques. Et puis, on arrive à une partie un peu plus action, d'aller vers la cyberinvestigation pour pouvoir créer des cartographies d'influence, savoir quelles sont mes cibles commerciales potentielles, mes nouvelles cibles. Peut-être qu'il y a des cibles aujourd'hui avec la crise que je n'avais pas devinées. Et c'est vrai qu'un analyste faisant de la cyberinvestigation va permettre de dénouer ça et de trouver peut-être des acteurs ou des pays ou des évolutions de marché possibles qui vont faire de mon entreprise, du coup, une entreprise gagnante. Les actions, après, qui peut être mis à des actions un peu plus dans le dur, c'est cette partie de lobbying. Et puis, toujours cette veille d'influence où on va lier veille plus cyberinvestigation. C'est-à-dire qu'on va faire de la veille, on va écouter, et puis de la veille, on va retirer une information, un lien hypertexte qui va nous amener sur un blog, donc sur un blogueur. Du coup, on va écouter un peu plus ce que va dire ce blogueur, qui va nous apporter d'autres informations. Et donc, petit à petit, cette chaîne va nous permettre de pouvoir agrandir notre cartographie d'influenceurs, d'informations, aller dans une profondeur qui nous permettra de retirer des informations stratégiques. Et puis, bien sûr, de pouvoir analyser tout ça et de faire des correctifs et de pouvoir faire évoluer les outils, les actions et la stratégie. Alors ça, c'est le petit cadeau que je voulais vous dire ou vous faire vers la fin de cette intervention. On disait, mais comment trouver des experts d'intelligence économique? Ils sont nombreux, ils sont dispersés à travers le monde, ils ont des savoir-faire différents. Alors aujourd'hui, la CPME, la CPME aura un accès libre, puisque c'est vraiment sans contrainte, à tous ces différents marchés. Ces experts, donc on a créé une plateforme qui s'appelle Vigilance, donc je vous mets le lien dessous, qui vous permet alors je vais peut-être aller sur je vais vous le montrer après, mais par métier, par recherche de mots-clés ou par expertise, mais aussi par pays, de pouvoir trouver le bon expert qui correspond à votre demande. Donc voilà, donc c'est vraiment dans un but de simplifier qu'on fait cette plateforme et qu'on vous met à disposition cette plateforme, sachant que derrière, nous, on est toujours là, bien sûr, pour pouvoir conseiller, accompagner. L'idée, c'est vraiment d'aider pour nous les deux écosystèmes qui sont d'un côté les chefs d'entreprise qui ont des besoins ponctuels, mais extrêmement stratégiques et importants, de les sécuriser, de pouvoir mettre en face de leurs besoins de façon simple et rapide les meilleurs experts disponibles sur ce métier de l'intelligence économique. Voilà. Donc là, on retrouve le site de la CPME qui permet d'avoir accès donc
Là, on va retrouver des experts. Ceux qui sont membres de ces PME sont marqués par un petit logo PME. Ah oui. Voilà. On retrouve ce tableau dont je vous ai parlé avec les différents métiers. Et donc, vous pouvez rechercher les bons experts de cette manière, de pouvoir les ajouter en favoris, de pouvoir les contacter et de pouvoir commander des missions auprès d'eux. Tout se fait sur la plateforme. Donc voilà, donc ça, on a un peu le Airbnb de l'intelligence technique, mais c'était le seul moyen de pouvoir regrouper, de pouvoir justement simplifier cet accès. Voilà, je suis à 56 minutes de la fin. On a fait 56 minutes. Donc on avait prévu 1 heure. On arrive à la fin de cet exposé. Est-ce que vous avez des questions peut-être? J'ai vu une réaction d'Olivier Hubert qui, s'il ne prend pas la parole, disait que pour l'international, l'important était de souligner une intelligence culturelle qui est liée à l'IE. Complètement, complètement. Et le fait d'avoir des experts qui sont justement dans les pays en question est aussi extrêmement important, bien que une personne ayant les bons outils peut aussi apporter beaucoup d'informations en restant en France. Et parfois, on monte ce qu'on appelle des task force, c'est-à-dire des opérations avec des experts en France qui vont, par exemple, faire la partie cyber-investigation et des personnes sur le terrain qui vont aller chercher des documents, chercher des cabis, chercher de l'information terrain. Et donc, en regroupant ça, ça donne une information extrêmement fiable. J'espère que, voilà, oui, le but c'est d'être assez synthétique et voilà, d'être concret. Voilà, on a 1 heure de temps. Donc, en tout cas, merci de m'avoir donné la parole. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'approfondir ou d'autres questions. Bien sûr, je suis à votre disposition.